Si tu veux réussir ton premier investissement locatif et ne pas faire comme 90% des primo-investisseurs qui n'arrivent pas à être rentables pour leur première opération immobilière, évite absolument ces 4 pièges qu'on va voir tout de suite. Le problème, c'est que beaucoup d'investisseurs font au feeling finalement et répètent les mêmes erreurs encore et encore et finissent par ne plus dégager de cash flow positif, d'être soit à l'équilibre, voire même en négatif. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les 4 erreurs coûteuses qui ruinent 90% des investisseurs. Moi-même, au début, j'ai appris de ces erreurs, puisque à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers qui me rapportent aujourd'hui un SMIC net par mois, alors que je partais de zéro comme tout le monde. J'ai fait ça grâce à des techniques redoutables que je partage ici sur ma chaîne YouTube dans l'immobilier locatif de petites surfaces meublées à très forte rentabilité. Et c'est notamment en évitant de répéter ces 4 erreurs qu'on va voir que j'ai ensuite obtenu de tels chiffres et que je vis aujourd'hui au Japon avec tous mes revenus locatifs générés en France. Là, je suis actuellement à Osaka dans une nouvelle chambre de colocation pour ceux qui me suivent. Avant, j'étais à Sapporo. C'est pour ça que le fond change. C'est parti, on rentre directement dans le vif du sujet. Voici les 4 erreurs à ne surtout pas faire. On va voir ça en ordre décroissant, donc de l'erreur numéro 4 à finalement l'erreur numéro 1. Alors, le point numéro 4, c'est celui qui fait que tu crois être à 150 € par mois de cash flow, alors qu'en réalité, t'es à moins 50. C'est tout simplement oublier des lignes dans le cash flow. Imagine que tu fais ton business plan sur Excel et que tu marques tes loyers théoriques, tu soustrais ton emprunt bancaire, la taxe foncière, les vacances locatives et puis tu commences à faire tes recherches avec ça. En réalité, le piège, c'est que tu oublies des dizaines de charges qui sont méconnues par les nouveaux investisseurs immobiliers. Il faut absolument prendre en compte toutes les charges avant même de faire les visites sur le terrain. Et voici celles qui sont le plus souvent oubliées. Alors déjà, les charges de copro. Moi, c'est la première chose que je regarde sur une annonce. Charges de copro et les honoraires s'il y en a des honoraires acquéreurs. Si une annonce, elle a un de ces deux éléments qui est beaucoup trop élevé, c'est direct à la poubelle. Je vais même pas voir le reste. Parfois, les charges de copro, elles sont même supérieures aux emprunts bancaires. Donc fais vraiment absolument attention là-dessus. C'est une charge fixe que tu vas payer tous les trimestres, quoi qu'il arrive, à l'infini toute ta vie. Ensuite, c'est les assurances. Les assurances, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il y en a 3 à payer et à mettre sur tous les business plans de rentabilité. Il y a l'assurance emprunteur. Ça, c'est une assurance qui couvre ton emprunt bancaire si jamais tu es licencié, tu n'arrives plus à payer les mensualités, etc. Il y a les assurances PNO, propriétaire non occupant. Ça, c'est une fois que tu as acheté ton bien, tu dois avoir une assurance habitation, au même titre que le locataire aura sa propre assurance habitation locataire. Toi, il te faut ton assurance habitation propriétaire. Faut savoir que les deux, en général, c'est entre 10 et 20 € pour un bien, pour un emprunt à 100 000 €. Donc ensuite, vous faites un produit en croix et vous savez à peu près combien vous pouvez payer. Et la dernière assurance que tout le monde oublie, c'est l'assurance GLI, garantie loyer impayé. Faut savoir une chose, c'est que je m'interdis et j'interdis à mes élèves de mettre en location un appartement s'il n'est pas couvert contre les loyers impayés. Ça peut être une garantie loyer impayé payante. Par exemple, moi, je peux conseiller Mila en général, M-I-L-A, c'est pas du tout une sponsor ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce que j'en pense, elle est bien. En général, c'est dans les 3% du loyer. Si vraiment vous voulez optimiser un max la rentabilité de votre appartement, vous pouvez même vous en passer. C'est ce que je fais en sélectionnant des locataires qui sont éligibles à Visale, V-I-S-A-L-E. Ça, c'est une garantie loyer impayé gratuite, couverte par l'État, gratuit pour le locataire et le propriétaire. En fait, c'est Action Logement qui est derrière. Le problème de ça, c'est que c'est pas tous les locataires qui sont éligibles. C'est soit ceux qui ont moins de 30 ans, peu importe les conditions, soit ceux qui ont plus de 30 ans sous conditions. Par exemple, je crois qu'il ne faut pas que le locataire gagne plus que 1500, 1600 € net par mois. Donc si par exemple vous visez des étudiants ou des personnes qui ont moins de 30 ans, passez par la garantie Visale et vous économisez instantanément les frais de l'assurance GLI. En tout cas, faut pas l'oublier. J'ai eu un abonné Instagram une fois en appel qui m'a dit qu'il pensait gagner 200 € net de cash flow tous les mois. Et en fait, on a parcouru ensemble son business plan et on a vu qu'il avait oublié plein de charges, comme celle-ci, même d'autres que j'ai pas évoquées. Et donc, après tous les calculs, en réalité, il était même à moins 50 € net par mois. Donc, c'est vraiment super important d'en oublier aucune. Ensuite, le point numéro 3, c'est ce qui fait que, par exemple, une simple clause du règlement de copropriété peut annuler un projet entier d'investissement immobilier. C'est tout simplement de négliger le juridique. Concrètement, ça veut dire quoi? Imagine que tu achètes en copropriété pour faire du Airbnb. C'est pas juste t'achètes ton appartement, tu le mets sur Airbnb et puis tu commences à encaisser. Il y a beaucoup de démarches à faire en amont. Déjà, voir si la copropriété, elle accepte que tu fasses du Airbnb. Donc concrètement, ça consiste en 2 points. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas marqué noir sur blanc. Les meublés de tourisme, les locations courte durée ou les locations saisonnières sont interdits dans cet immeuble. Déjà, s'il y a marqué ça, c'est mort. Le deuxième point, il ne faut pas qu'il y ait marqué habitation exclusivement bourgeoise. S'il y a marqué ces 3 mots, vous ne pourrez pas transformer votre logement d'habitation en logement commercial, parce que du Airbnb, c'est un logement commercial. Et donc, tout votre investissement tombe à l'eau instantanément. Malheureusement, j'en ai vu de mes propres yeux des personnes qui avaient fait des business plans complets sur un type d'investissement en particulier, et puis finalement, une fois qu'ils ont acheté, ils se rendent compte qu'ils n'obtiennent pas le permis de construire qu'ils voulaient, l'accord de la mairie qu'ils avaient prévu d'obtenir, l'accord de la copropriété,
Ça arrive très souvent qu'ils avaient prévu d'obtenir et qu'ils n'ont pas obtenu. Donc c'est pour ça que ce que je peux vous conseiller, en fait, c'est toutes les clauses nécessaires à votre investissement, mettez-les dans le compromis en tant que condition suspensive. Par exemple, si vous avez prévu d'obtenir un permis de construire pour faire votre investissement immobilier, mettez-le dans le compromis, ce qui fait que si vous n'obtenez pas votre permis de construire, vous êtes protégé par la loi, votre compromis n'est pas valide et vous ne pourrez pas signer derrière chez le notaire et vous n'aurez aucune pénalité. Pareil si vous voulez faire du Airbnb, attendez l'accord écrit de la copro, de la ville, etc. pour lancer vos projets. Je le vois également très souvent pour ceux qui veulent faire des divisions. En ce moment, on entend beaucoup parler des divisions, c'est-à-dire on achète une maison, on la divise en 4 lots et on vend les 4 séparément pour se faire une grosse plus-value ou alors on met les 4 en location. Les divisions, c'est extrêmement compliqué pour un néo-investisseur. Il faut séparer et créer 4 compteurs électriques, 4 compteurs d'eau, il faut faire des travaux lourds, il faut que la mairie donne son accord, enfin bref, là il y a beaucoup de travaux donc c'est pareil. Le point numéro 2, c'est ce qui fait que tu n'arrives jamais à être en positif sur tes business plans sur Excel. En fait, c'est que tu n'as pas optimisé tous les points à optimiser. Voici typiquement les points qui ne sont pas optimisés par les investisseurs immobiliers que je vois passer tous les jours et c'est une grave erreur. Déjà, pour commencer, la plus grosse des charges, l'emprunt immobilier. J'ai fait une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut négocier sur les emprunts immobiliers. Donc regarde cette vidéo, mais dans les grandes lignes, je disais qu'il faut négocier, bien évidemment, les frais de dossier, le taux, forcément, mais surtout, si vous pouvez, prenez un différé, c'est-à-dire que vous allez payer les mensualités dans 12-24 mois, peut-être après votre investissement, donc ça vous laisse parfois 2 ans de trésorerie en avance pour trouver un locataire, faire les travaux, vous laisser un matelas de sécurité en cas de problème, etc. Donc ça, c'est super. Donc optimiser l'emprunt immobilier. Également, ce que vous pouvez optimiser, c'est les assurances. On en a parlé plus haut. Il y a 3 types d'assurances. En général, les assurances emprunteurs et les assurances habitation, PNO, donc propriétaire non occupant, c'est la banque dans laquelle vous allez faire votre emprunt qui va vous la proposer. Très souvent, vu que c'est les banques qui vous les proposent, elles sont pas à des taux très intéressants. Elles sont beaucoup plus chères que le marché ou que ce que vous pouvez trouver sur Internet. Aujourd'hui, il y a plein de assureurs en ligne qui fournissent des tarifs très compétitifs sur Internet, qui vous proposent exactement les mêmes garanties que toutes les assurances traditionnelles des banques. Donc c'est pareil, si vous voulez, dites oui à la banque, si vous voulez que votre dossier soit pris en priorité et que vous obteniez un bon emprunt, mais ensuite, quelques mois, quelques années plus tard, on résilie tout ça et on passe chez des assurances beaucoup moins chères. Et on a le droit de faire ça, c'est la loi. Bien évidemment, le dernier point qui est totalement négligé par les nouveaux investisseurs, c'est la fiscalité. Si vous investissez en nom propre, comme une majorité des cas, je ne vais pas parler des sociétés ici, on distingue 2 régimes, le régime réel et le régime microbique. Le régime réel, c'est-à-dire que vous êtes imposé sur la réalité, sur ce qui vous reste sur votre compte en banque à la fin. Une fois qu'on a déduit toutes les factures, tous les travaux, tous les intérêts de l'emprunt, toutes les charges, bref, on a tout déduit, à la fin il reste plus beaucoup, bah, c'est là-dessus que vous allez payer des impôts. Voir si vous êtes en négatif, vous ne payez pas d'impôts dessus. Et le microbique, c'est on prend votre chiffre d'affaires brut à l'année, par exemple vous avez gagné 10 000 euros, on fait instantanément un abattement de 50%, et c'est sur ces 50% qu'on va payer des impôts. Ça en général, c'est quand on n'a pas beaucoup de charges à déduire justement. Combien de personnes je vois encore aujourd'hui qui sont au régime microbique, alors qu'elles ont beaucoup de charges, elles ont un emprunt à rembourser, elles ont l'amortissement en plus en LMNP. Il faut savoir qu'en LMNP, loueur meublé non professionnel, ça c'est si vous faites du meublé, vous avez une charge fictive fantôme qui n'existe pas dans la réalité et pourtant que vous pouvez déduire légalement. Ça s'appelle l'amortissement du bien. Ça c'est vraiment un coup de pouce incroyable, c'est une niche fiscale française, il n'y en a pas beaucoup, ça c'en est une. Et donc cette charge, elle est conséquente cette charge. Moi typiquement pour un de mes studios à 100 000 euros, au début, les 5 premières années, c'est entre 200 et 300 euros par mois de charge à déduire. Donc c'est énorme, ce qui fait que les premières années, on est en négatif, et donc on paye pas d'impôts. Si on a choisi le régime réel, beaucoup trop de personnes aujourd'hui, par simplicité ou par ignorance, prennent le régime microbique. Alors en réalité, il y a même un 4e point caché que beaucoup d'investisseurs n'optimisent pas, mais pour moi, qui est très important, c'est l'ameublement. Ça s'anticipe en amont, avant d'acheter. Moi, par exemple, ce que je conseille de faire, c'est de répartir selon différentes catégories d'ameublement. Toute la partie électronique, si vous achetez des plaques à induction, des hottes, etc., on peut les acheter neuves pour avoir une facture. Les meubles, les chaises, les tables, etc., moi je les prends sur Le Bon Coin. Bref, faites-vous votre stratégie pour économiser aussi beaucoup sur l'ameublement. Et crois-moi, ça va vite se ressentir sur ton business plan et ta rentabilité. Alors avant qu'on passe au point numéro 1, 2 choses. Déjà, abonne-toi parce que je fais beaucoup de vidéos pour optimiser sa rentabilité en immobilier. Et en 2, si jamais tu veux aller plus loin en immobilier, que tu veux vraiment investir mais tu sais pas par où démarrer ou alors que tu as des questions, sache que des dizaines d'abonnés YouTube et Instagram que j'ai eu en appel m'ont dit exactement la même chose. C'est normal et j'ai réussi à débloquer leur situation et les aider à faire un investissement rentable simplement en discutant avec eux. Je peux te proposer la même chose également, donc un diagnostic gratuit, sans engagement, pour qu'on voit ensemble quel investissement te correspond le mieux. C'est totalement gratuit, c'est sans engagement, tu risques rien. Donc si t'es vraiment intéressé, ne tarde pas. Et donc le point numéro 1, c'est ce qui fait que tu vas surpayer 5 à 10% un bien immobilier que tu vas acheter à cause d'une erreur. Et cette erreur, c'est quoi? C'est tout simplement ne pas négocier. Alors, je sais que ça paraît évident pour certains, mais je vois
beaucoup de personnes qui, initialement, avaient prévu de négocier, de faire des comparatifs, sauf que au bout d'une visite, mystérieusement, c'est un coup de cœur absolu et ils ne veulent plus négocier parce qu'ils cèdent aux sirènes de l'agent immobilier qui dit oui, mais j'ai beaucoup d'acheteurs sur le bien en ce moment, ils risquent de partir très bientôt. Je te rassure, ce discours, les agents immobiliers le font à tout le monde. En réalité, les prix immobiliers que tu vois sur le marché, sur Le Bon Coin, sur Se Loger, incluent déjà un excédent parce qu'ils savent que toi, derrière, tu vas négocier. Donc, c'est-à-dire que si tu l'achètes au prix fort parce que tu cèdes aux sirènes de l'agent immobilier, que tu as le FOMO et que tu as peur de laisser passer cette opportunité, en réalité, tu payes l'appartement au prix normal plus la marge de négociation que les vendeurs avaient prévu. La règle d'or, c'est vraiment de toujours négocier, même un petit peu. Parfois, les marges de négociation sont faibles, mais il faut toujours le faire. Moi, typiquement, je négocie tout le temps pour 2 raisons. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment négocier, donc je t'invite à aller la voir. Je montre vraiment dans les détails ce qu'il faut faire, dire et ne pas dire. Mais dans les grandes lignes, en fait, je commence par faire une offre très basse, par exemple, moins 15% d'un coup, sans argument. La première raison, c'est qu'on n'est pas à l'abri que le vendeur accepte. Peut-être que lui, il est pressé, il a un divorce sur le dos, il y a X raisons qui peuvent faire qu'il veut vendre rapidement. Et la deuxième raison, c'est que si il accepte justement cette baisse des moins 15% d'un coup, sans raison, sans argument, c'est que en réalité, ça peut être louche derrière. Peut-être qu'il y a des vices cachés ou il y a un problème qu'il veut pas vous dire. D'autant plus si l'agent immobilier vous avait dit avant que vous étiez plein sur le dossier et que le bien allait partir très rapidement. Bref, c'est super important de voir la relation qu'a l'agent immobilier ou le vendeur vis-à-vis de son appartement et comment il le voit. Donc c'est vraiment la règle d'or de négocier. Pour ceux qui font un petit peu de bourse, vous allez vous y retrouver dans ce que je vais dire, mais une bonne affaire, ça se fait à l'achat, ça se fait pas à la vente. C'est pour ça que les meilleurs investisseurs du monde, les traders, achètent en réalité une action moins chère que le marché pour la revendre ensuite au prix du marché. Et donc encaisser la plus-value. C'est la même chose en immobilier. Donc pour éviter les erreurs de débutants, reprends absolument ces 4 points. Vérifie ton cash flow, contrôle la légalité, optimise ton financement et les euros sortis, et achète à la vraie valeur, pas à la valeur affichée. Tu peux regarder mes autres vidéos, si jamais tu veux être rentable en immobilier. Je suis actuellement dans un challenge où je te dévoile une astuce secrète par jour pendant 30 jours pour être rentable en immobilier en 2025 et en 2026. Ce qu'on a vu, ça va te permettre de sécuriser ton cash flow et d'acheter des biens qui sont vraiment rentable. Et ça t'évitera de te rendre compte 6 mois après l'achat que finalement t'es en négatif tous les mois. Donc like la vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu veux que je t'aide à faire un plan d'action sur mesure fait par un investisseur pour un investisseur gratuitement sans engagement, réserve un créneau en description. Et pour terminer, c'est comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.